On est à peu près à 100 km de notre dernier point Polar Step quand on va arriver à Calgary, qui marquera la fin de ce segment de 6 mois en Amérique du Nord. Et Oscar roule sur l'autoroute à bonne vitesse et à bonne température. Ouais, ça fait longtemps qu'il n'était pas monté sur une autoroute comme ça. Hein. Allez Oscar! Et il termine en pleine forme. Mais ouais, parce que regarde, il est pas ridicule quand même. On se fait doubler, mais on suit le camion de 87 km/h, ça va hein? Allez Oscar! Bonjour! Bonjour, alors on reprend la route à Calgary ou près de Calgary en arrivant sur Calgary. C'est une arrivée qui est assez facile, les autoroutes sont droites, elles se coupent à angle droit et toute la ville de Calgary va être sur ce modèle d'un plan très géométrique. C'est une ville qui nous a beaucoup impressionné, très fonctionnelle, très grande, en pleine croissance. Oh oui. Et on est arrivé donc... Nous, les services dont nous avions besoin étaient principalement liés à Oscar. Nous voulions d'abord le mettre en entreposage, en storage en anglais. Donc nous avions déjà sélectionné et réservé un endroit pour le faire. Et la première chose qu'on a faite en arrivant à Calgary, c'est simplement de passer à cet endroit-là pour vérifier que tout allait bien. On vient d'arriver à Calgary et on vient juste repérer les lieux pour le storage, puisqu'on va laisser Oscar pour 2 mois et demi à peu près. Donc là, on va nous montrer sa place dès lundi. Tout a bien commencé, donc l'endroit qui s'appelle Graham Storage, c'est un endroit qui est un grand endroit en gravier. Honnêtement, c'est pas très glamour, ça fait un petit peu comme presque une sorte de terrain vague. Mais le type était super sympa, donc tout se présentait bien, le check-in s'est fait très rapidement, il nous a dit revenez dans 3 jours, vous entrez, vous sortez comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc il nous restait quelques jours, on avait pris 2-3 jours de sécurité avant le vol. Et sans urgence, on a commencé par faire un grand nettoyage. Oh là là! Aujourd'hui, le gros shampouinage! Je sais même pas si on l'a déjà fait une fois depuis 5 ans. On avait 3 jours, mais il y en avait un qui était bloqué pour le Stampede. Il se trouve qu'à Calgary, la grande activité de l'année, c'est un immense festival qu'on va vous présenter tout à l'heure, qui est un rodéo en réalité qui s'appelle le Stampede. Et donc on avait réservé pour la veille de notre vol un billet pour la finale du Stampede. Donc ça c'était le seul point qui constituait une sorte de point fixe dans l'agenda. Et pour le reste nous étions libres. Donc nous avons décidé, est-ce que c'était une bonne idée ou une mauvaise idée? Je pense qu'au final ça a été une bonne idée. Nous avons décidé de faire une vidange, enfin un truc complètement anodin dans la liste des maintenances de routine. Et, une petite opération de maintenance de vidange s'est transformée en catastrophe, réellement en catastrophe pour nous. Puisque ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, le bouchon de vidange fuyait, ça paraissait anodin comme ça. Mais en fait, venez voir, ça pisse l'huile. On a dit comment ça pisse l'huile. Je ne peux pas faire la vidange, mais je ne peux pas non plus reboucher le bouchon. What? Ça coulait d'abord au goutte à goutte, puis en filet complet, c'est-à-dire que le moteur menaçait de se vider de son huile, ce qui n'est pas grave en soi, à partir du moment où on répare. Mais en fait, la réparation elle-même, c'est-à-dire mettre une sorte de bouchon temporaire ou trouver un système pour étanchéifier un petit peu le carter d'huile, rien ne semblait marcher. Donc, dans un premier temps, le garagiste a dit en gros, c'est pas mon problème, vous êtes arrivé avec une voiture qui n'était pas fonctionnelle, débrouillez-vous. Il a dit il faut le remorquer. Et remorquez-le, en gros, il ne nous donnait pas de solution, il nous disait juste allez-vous-en et débrouillez-vous pour trouver une solution. Bon, là, comme dans tous les cas de panne, il faut faire preuve de diplomatie parce qu'il faut arriver à saisir les mécaniciens, les gens qui localement ont la compétence et le pouvoir mécanique dans le bon sens. Donc il se trouve que, en prenant l'air catastrophé, mais pas trop, en leur disant mais vous avez une part de responsabilité, mais pas trop, on a réussi à commencer à interagir avec le manager.
Et le manager était un type d'origine indienne très efficace. C'était un jeune en fait, il était en plein développement de ses affaires et il avait plusieurs centres de cette franchise, Jiffy Lube, et dont un était une sorte de back-office qui servait pour les cas particuliers. Il nous a proposé de nous mener à cet endroit-là. Déjà, ça nous a soulagés. Donc en roulant tout doucement pour ne pas péter le moteur. Parce qu'on ne savait plus très bien combien d'huile on avait. Il nous restait sans doute 1 ou 2 ou 3 litres d'huile, un fond d'huile quoi. Mais ce fond d'huile disparaissait à vue d'œil puisqu'en fait on dégoulinait, on ne pouvait pas faire autrement que dégouliner, c'était assez dégoûtant même sur le macadam. Et puis on s'est traîné jusque-là et on est arrivé donc à notre deuxième chance, deuxième magasin Jiffy Lube. Et là, la situation ne s'est pas arrangée, en fait elle s'est dégradée. Pourquoi elle s'est dégradée? Parce que il s'est trouvé que le filetage du carter d'huile n'était pas récupérable et que la seule façon qu'il pouvait envisager d'intervenir, c'était de refaire le filetage. Mais je ne veux pas crier trop vite victoire parce qu'il est encore possible qu'on découvre autre chose. Mais là, on vient d'avoir un énorme coup au cœur hein, parce qu'il y a encore 15 minutes, on ne pouvait pas partir, il fallait se faire remorquer, on n'avait pas de solution, notre moteur était vide d'huile, il ne pouvait pas tourner. Et puis maintenant, ils sont apparemment en train de réparer le filetage. Donc c'est vraiment des hauts et des bas et c'est ce qu'aura été en fait la marque de au moins sur le plan mécanique, de ce segment en Amérique du Nord depuis sur le plan mécanique, le reste ça a été quand même que des hauts pratiquement. Ouais, mais au point de vue mécanique, je pense que notre Oscar il fatigue un peu. Il faut qu'on le ramène en France et puis que... Ceci dit, il fatigue, oui c'est sûr, il a 32 ans et il y a des pièces qui commencent à s'user, une vis, donc là un pas de vis. Et même si on me ramène en France, on va pas tout changer par anticipation, donc et puis ramener toutes les pièces secondaires, c'est pas possible. Donc, mais refaire le filetage s'est avéré également impossible. Donc, en plusieurs étapes, on est arrivé à la solution que de toute manière, pour y voir clair, il fallait arracher l'ancien bouchon, et il n'y avait pas d'autre terme plus indiqué que arracher, parce que cet arrachage a été extrêmement violent en fait. Et vous allez dire, bon, c'est pas grave, finalement, il suffisait de changer le carter d'huile. Ouais, mais le carter d'huile, il est, première chose, introuvable au Canada. Déjà en France, on le trouve à peine, mais alors au Canada, c'était introuvable, surtout dans le délai de 2 jours qui nous était imparti. Et deuxième chose, il était lié, il était soudé en fait au bloc moteur de telle sorte qu'on ne pouvait pas le lever, sauf à ou bien enlever le moteur, ou bien enlever la totalité du train avant. Une opération qui prenait plusieurs jours en fait entre la dépose et la repose. Donc là, ça devenait vraiment catastrophique. Et là, on a commencé vraiment à s'asseoir un petit peu avec le manager, à essayer de trouver une solution. Et la chance qu'on a eue, c'est que le manager nous a un peu pris. Il a dû sentir que c'était son devoir moral ou je sais pas. On a un avion demain, enfin lundi, on part en France. Et on lui a expliqué la situation et vraiment, on ne lui a pas mis la pression. Et lui, avec son style culturel indien qui était au début assez distant et assez froid, il ne voulait pas trop prendre de responsabilité parce qu'il pensait que ça pouvait lui causer un problème d'assurance ou je ne sais quoi. Mais franchement, il a été impeccable parce que factuellement, il nous a donné vraiment les bons conseils et il s'est vraiment mis en 4 pour nous aider. On en remercie évidemment beaucoup. Mais ça n'a pas été facile, même pour lui. Parce qu'il a commencé par mettre ses gars en fait sur la question. Bien sûr, rappelez-vous ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est qu'on était un samedi soir. Alors Non, un peu avant, mais il fermait à 17h. C'est un fonctionnement qui est orienté sur l'efficacité, donc il connaît très bien ses gars sont ultra compétents, donc maintenant nous on connaît un peu toute l'équipe, et ils se sont relayés pour essayer de trouver une solution, et finalement c'est dégagé le fait que la seule solution envisageable c'était de recourir à un soudeur. Mais le problème c'est que faire une soudure sur un carter d'huile c'est dangereux, parce qu'il y a le bloc moteur qui est en fait plein de produits qui sont potentiellement inflammables, qui est juste au-dessus. Et donc, aucun soudeur normal n'aurait voulu intervenir. Le seul soudeur envisageable... Du coup, on a sorti Oscar du garage, ils nous ont aidés, on l'a poussé pour qu'on puisse dormir. Donc, ils nous ont autorisé déjà à dormir devant le garage. Et le lendemain matin, à la première heure, ils ont essayé de trouver un soudeur qui acceptait de venir.
Et comme c'était dimanche, les soudeurs n'étaient pas disponibles. Alors, tout a été remis au lundi. Et là, nous, l'angoisse qu'on avait, c'était que le lundi, c'était le jour de notre vol. Et donc, on avait une petite fenêtre lors de la matinée où on pouvait encore être là jusqu'au début de l'après-midi. Et après, il fallait vraiment qu'on s'en aille. Il fallait que le Oscar soit remis à l'endroit d'entreposage dans cet intervalle de temps qui était limité. Le gars avec qui on avait commencé à, pas à sympathiser vraiment, mais en tout cas à être en relation de confiance, le manager nous a dit « Je vous trouverai un soudeur. Si ce n'est pas un, j'en trouverai un autre lundi matin, faites-moi confiance. » On n'avait pas tellement le choix, donc on a finalement passé 3 jours et 2 nuits dans ce garage. Moi j'essayais de mieux comprendre. On a pris aussi beaucoup de renseignements, en particulier auprès de notre ami Stéphane, qu'on a eu très régulièrement au téléphone, qui a suivi toutes les étapes de l'avancée et qui nous a vraiment conseillé sur les instructions à donner, pour autant qu'on puisse en donner, parce que les garagistes locaux avaient aussi leur avis sur la question. Mais on avait le sentiment d'être entouré, de faire le maximum de ce qu'on pouvait, mais le dimanche, on n'avait pas énormément de choses à faire. Alors, interlude, on est allé au Stampede dont vous parlez tout à l'heure, c'est-à-dire au rodéo. Et là, on a fait un truc assez étonnant, c'est-à-dire que la veille d'un jour potentiellement catastrophique, on a pris une journée off et on est allé voir ce rodéo. Bon, fichu pour fichu, on n'est pas d'une très grande aide, alors on s'en va voir le Stampede. Le Uber vient d'arriver. Le rodéo se présente comme une activité centrale dans la vie culturelle locale de la ville de Calgary et draine toute une foule. Alors nous, on a pris un Uber pour se rendre sur les lieux et ce qu'on a commencé par voir, c'est des gens. Alors, il faut savoir que Calgary, c'est cosmopolite au maximum de ce qu'on puisse imaginer, c'est-à-dire que c'est extraordinairement divers en termes de population et notamment de composition ethnique. Il y a énormément d'Asiatiques et beaucoup d'Indiens. Donc c'est assez curieux parce que le rodéo en lui-même, c'est plutôt l'expression culturelle d'une fierté genre cow-boy. Donc ça renvoie plutôt à l'univers des rednecks. Donc c'est un peu antagoniste tout ça. Et pourtant, il y a une sorte de sauce qui prend à peu près. La foule est très bigarrée, on va dire, mais il y a une certaine dominante, notamment des jeunes gens et des jeunes filles qui ont des chapeaux, quoi, des chapeaux de cow-boy, des bottes, des franges. J'interviens parce que quand même. Quoi? Regardez, je ne couperai pas cette séance. Il avait les yeux qui pétillaient. Ah bah attends, les filles, elles étaient quand même sacrément maquillées, sacrément apprêtées. Voilà, parce qu'elles avaient des jupes excessivement courtes, des bottes de cow-boy, des chapeaux. Et ouais. Manu, il trouvait ça super, le Stampede. Non mais c'est vrai qu'il y a le spectacle aussi dans les tribunes. D'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure. Toujours est-il que donc on arrive, on était un peu pressé par le temps parce qu'on avait pris juste le délai nécessaire compte tenu de nos affaires mécaniques. Non mais je vous jure que voyager avec Manu, c'est vraiment pas reposant. La voiture, elle est, Oscar, il est bloqué au garage. Il a vraiment voulu aller au Stampede. Bon, c'est vrai qu'on avait payé nos places. Et maintenant, il trouve encore la force de courir. Bon, c'est vrai qu'il a pas mal d'ibuprofène dans le ventre déjà depuis ce matin. Et on est arrivé par notre Uber, donc juste à l'heure du rodéo. Je sais pas si c'est une bonne idée de venir là, mais... Ah bah ça, je te l'ai dit, hein. À vrai dire, le rodéo avait déjà commencé, c'était la journée finale. Et c'était donc les finales, parce qu'il y avait eu tout un tas de tours qualificatifs sur les journées précédentes. Et nous, on était le jour de la grande finale. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une succession de 6 épreuves différentes. Et on ne voit pas vraiment les finales en elles-mêmes, on voit les demi-finales puis les finales. Donc en fait, il y a une sorte de cycle qui se répète et on voit à 2 ou 3 reprises la même succession d'épreuves. Donc les épreuves principales pour nous, en fait, français, s'apparentent à du rodéo, c'est-à-dire il s'agit de monter ou bien accru, ou bien avec une selle, ou bien un cheval, ou bien un taureau. Il y a aussi une épreuve pour les dames. Alors, il y a une épreuve féminine unique, en fait, qui consiste en une sorte de slalom très rapide autour de barils. J'ai trouvé personnellement que c'était presque l'épreuve la plus intéressante parce que c'est celle qu'on comprenait le mieux, nous. On comprend qu'il s'agit d'être sur un cheval, de le maîtriser super bien. C'est un parcours chronométré qui dure une vingtaine de secondes. C'est extrêmement intense.
Il faut savoir qu'une manière générale, dans tout le rodéo, il y a 95% de temps de préparation et 5% de temps d'épreuve. Parce qu'en fait, quelle que soit l'épreuve, il faut préparer les animaux, il y a un chronométrage assez précis, en fait, et donc au centième de seconde. Donc il faut que l'animal soit parfaitement prêt, que surtout pour les le épreuves cow-boy des qui hommes. monte. Ouais. Parce que les femmes, elles montent sur leur cheval qu'elles connaissent super bien. Le cheval se tient à carreau. Mais Bien alors, sûr. pour l'épreuve des Mais hommes, il faut repréparer le terrain à chaque fois. oui, il faut préparer le terrain. Mais pour l'épreuve des hommes, les chevaux, mais particulièrement les taureaux, sont dans des couloirs. Enfin, vous avez peut-être vu ça à la télé. Nous, on n'a pas la télé, donc on n'avait jamais assisté à ce spectacle. Ils sont dans des couloirs et alors ils sont excités comme des puces. Les gars n'arrivent pas à se tenir sur leur taureau. Et parfois, le départ est repoussé parce que le taureau arrive à éjecter le gars. Enfin, c'est quand même impressionnant et dangereux. Hein. Même immobile, en fait, l'animal arrive à désarçonner ou en tout cas à mettre celui qui le monte dans une position si inconfortable qu'il ne considère pas qu'il puisse commencer l'épreuve. En fait, c'est en gros ça qui se passe. Mais donc sinon, c'est quand même très impressionnant. Et après, ils ouvrent les portes. Et alors là, ça dure pas longtemps. Hein. Mais c'est indescriptible. On ne sait pas comment ils tiennent sur ces animaux qui sont déchaînés et franchement, comment ils arrivent à se relever et pas avoir le dos complètement cassé parce qu'ils sont secoués vraiment dans tous les sens. Il y a des règles sans doute dire qui nous échappent un petit peu, mais il faut dire que le Stampede de Calgary est l'un des 2-3 plus grands rodéos du monde et d'ailleurs il prétend même être le plus grand événement extérieur du monde, le outdoor event, le greatest in the world, très américain évidemment. Alors il y a une autre épreuve qui consiste, qui elle est plus comment dire, se rapporte davantage à l'exercice du métier de cow-boy ou de gaucho. En fait, il s'agit d'attraper des jeunes poulains ou des jeunes veaux au lasso et de les ligoter le plus vite possible. Donc là, on a l'impression qu'il y a un facteur de chance qui entre en ligne de compte parce que la rapidité avec laquelle le nœud est fait est déterminante hein, et en fait parfois la corde, c'est pour une raison presque de mouvement aléatoire, va être facile à attraper ou pas. Donc on ne se prononcera pas sur la compétence relative et sur le facteur chance de chacun des participants, mais il faut bien reconnaître que l'épreuve est très spectaculaire. Et en plus, même si on ne comprend pas les détails et on n'a pas l'expertise pour en juger, en tout cas, on comprend l'essentiel en fait, et donc c'est un spectacle qui est très accessible au grand public. On a fait de notre mieux pour les prises de vue. Je pense que les ralentis en fait marchaient à peu près correctement. Pour le reste, il y a très souvent des scories dans le champ parce que comme le public est très important et que les places sont méga chères, le prix moyen de la place ça doit être 200, 300, 400, 500 euros. En face, on a des places à 1000, 2000 euros. Donc on était quand même un petit peu loin. Et surtout, c'est la foire publicitaire, quoi. Mais alors c'est un commentaire qui va s'étendre à l'ensemble de l'organisation et presque du Canada américanisé. Mais il y a un niveau de pression publicitaire extraordinaire. Il faut toujours que le speaker fasse des annonces. Il faut surtout que les gens qui ont pourtant payé, comme je disais, leur billet très cher, aillent consommer, reconsommer en permanence. C'est insupportable. Mais ça atteint des proportions inouïes, quoi. On a l'impression d'avoir à l'âge adulte ce qu'on considérerait comme des gamins hyperactifs, mais 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'au moment où se déclenche le tour final de la dernière finale, il y a encore des gens qui vont se lever juste pour aller chercher une énième bière au mépris de toute considération relevant du spectacle sportif, quoi. C'est vraiment étonnant. Donc tout ça a créé une sorte de brouhaha, de capharnaüm dans lequel il n'est pas toujours facile de trouver un plan intéressant. On a fait ce qu'on a pu, encore une fois. Et donc ensuite, on est descendu après la fin des finales de rodéo, à proprement parler, on s'est un peu baladé dans le Stampede lui-même, qui prend l'allure d'une grande foire comme si on était à la foire internationale de Paris. Sans intérêt particulier à nos yeux.
Et puis on est rentré donc vers l'angoisse de notre stationnement pour la nuit en attendant de savoir ce qu'il allait se passer le lendemain. Et le lendemain, ben, dès la première heure, on était prêts. Nous, on a attendu que le manager fasse son apparition. Ouais, on a attendu au moins 2 heures. Et il a fait son apparition, effectivement, et il a dit, vous inquiétez pas, il y a un ami qui arrive pour faire la soudure. Et ça s'est passé effectivement comme ça. Et il a dit, non, je ne veux pas faire cette soudure. Oh, trop dangereux. Trop dangereux. Et ils ont commencé à échanger, donc on passe tous les détails. Oh là là, regardez, on est seul dans le garage parce qu'ils sont partis chercher une colle pour faire tenir la partie qui est manquante sur le carter. Alors du coup on en profite. Manu, il est beaucoup mieux installé en étant dans la fosse pour essayer de récupérer la pièce qui est à l'intérieur du carter et qui nous embête vraiment. Et il a fini par accepter de faire une soudure particulière qui n'est pas un cordon de soudure, mais une succession de points de soudure qu'il allait ensuite étanchéifier avec de la soudure à froid. Et il a bien travaillé parce que j'ai suivi vraiment l'opération autant que je pouvais. Le mécanicien qui est intervenu, donc un peu comme un grand chef, hein, je veux dire, tout le monde lui cédait la place et lui demandait s'il avait besoin de quelque chose, qui était alors je pense un Pendjabi, un Indien en tout cas, avec son grand turban et ses moustaches magnifiques et son air sévère également. Il ne voulait pas trop expliquer ce qu'il faisait, mais j'ai quand même suivi autant que possible avec mon ami Stéphane qui était aussi là en supervision distante. Et je pense qu'il a fait un bon travail parce que les points de soudure qu'il a fait, il les a fait quand même suffisamment resserrés pour qu'ils se touchent au final. Donc la soudure à froid qu'on a remise tout autour était presque inutile. C'était juste une sécurité supplémentaire. Et quand l'ensemble a été rebouché et qu'on a testé, le système semblait marcher parfaitement. Alors il s'agit d'un montage particulier puisqu'il n'a pas pu remettre un bouchon à l'identique. Il a remis un double bouchon en fait dans lequel c'est le tout petit bouchon qui fait office désormais de point de vidange alors que la partie la plus épaisse, elle est prise maintenant dans le carter et elle est prise suffisamment bien pour que ça ne fuit plus. Still looking good? Yeah, everything looks. Donc on était super contents parce qu'il nous restait juste quelques dizaines de minutes avant qu'on file vers notre point d'entreposage, vers l'aéroport et vers la France. Et tout s'est magnifiquement passé, sauf qu'il y avait encore une autre fuite. Et ben voilà! Ouais. Encore une fois! Encore une fuite. Bah, il y a encore une fuite en dessous, c'est de l'eau, mais bon, là, c'est pas grave. On verra ça. Quand on reviendra, on file au storage. Et prendre notre avion si c'est possible. Vite, Manu. On va essayer déjà de se diriger. Et on a fini à toute allure notre préparation, notre mise à entreposage et notre retour en France pour le reste de l'été. Notre voyage reprendra plus tard. Oui, bah, il faut bien qu'on revienne chercher Oscar, hein, on va pas le laisser là. Et c'est pour ça que je disais l'autre jour qu'on allait être un peu plus raccord sur les saisons parce qu'on va revenir tout à fait à la fin de septembre et reprendre en fait un voyage à l'envers qui ressemble pas mal à celui qu'on a déjà fait puisqu'il va s'agir pour nous de rallier la côte est du Canada. On a renoncé à traverser par le Pacifique, on va traverser maintenant l'océan Atlantique d'ici quelques semaines, quelques épisodes pour vous. Donc tout ça se passera dans le courant de l'automne 2024 et on va reprendre nos vidéos à ce moment-là. Pour vous, il n'y a pas d'interruption. C'est juste qu'on on avait pris 3 mois de retard et ces 3 mois de retard vont être réduits à un peu moins d'un mois seulement au moment où on reprendra pour le segment de ce qu'on va appeler la transcanadienne, c'est-à-dire la traversée du Canada d'ouest en est vers le port de Halifax. À la semaine prochaine! À la semaine prochaine!